Bonjour tout le monde, merci infiniment d'être avec nous. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui et le grand honneur de recevoir notre cher camarade, notre cher ami qui est aussi un expert auprès de notre plateforme d'information associative internationale Espoir et Dignité, docteur Hamzat Boukari Yabara. Camarade docteur Boukari, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Camarade Boukari, on a beaucoup parlé récemment du génocide qui se déroule dans la région de Nord Kivu de la République démocratique du Congo à la suite de la guerre civile et des affrontements dont des forces gouvernementales et les milices du mouvement du 23 mars. Il y a des pays qui soutiennent les forces gouvernementales et d'autres qui soutiennent le mouvement séparatiste, notamment le Rwanda, le protégé de l'Occident, qui a beaucoup de relations avec l'Occident, avec la France, avec Israël, qui soutient le mouvement pour des raisons ethniques, car le mouvement appartient à la tribu des Tutsis. Ce conflit est-il le prolongement des événements des années 90 au Rwanda? Comment vous pouvez nous expliquer le contexte historique, camarade? Écoutez, le contexte historique, il remonte à bien plus longtemps. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on appelle Hutu et Tutsi a été créé par les Belges sous la colonisation pour diviser le peuple rwandais par rapport à des critères sociaux et auxquels on a voulu ajouter des critères physiques. Donc déjà, la notion de Tutsi et de Hutu, c'est important de comprendre qu'il s'agit non pas de deux ethnies différentes, mais d'une même ethnie qui parle la même langue et que nous parlons en réalité de groupes sociaux différents qui ont été construits et utilisés l'un contre l'autre pour la colonisation belge, où les Tutsis étaient vus, d'après le discours des colons belges, comme étant supérieurs aux Hutus et devant dominer finalement les Hutus, alors que les Tutsis constituent une minorité du point de vue social. C'est important de le comprendre parce que la Belgique va aussi, dès les années 1900, déplacer des populations de ce qui est aujourd'hui le Rwanda dans ce qui est aujourd'hui l'Est de la RDC. Il y aura des brassages interethniques dès cette époque-là qui vont être frappés au moment des indépendances par la nécessité de définir les identités et la nécessité également de poser la question de l'accès à la terre, l'accès au foncier, qui renvoie souvent à des logiques coutumières et ancestrales, qui fait qu'on va définir qui est l'étranger et qui est l'autochtone par rapport notamment à l'accès à la terre. Donc la question du foncier, elle est fondamentale dans une zone qui est très densément peuplée, où il y a une très forte démographie dans l'est de la RDC, donc dans les deux zones, les deux régions du Kivu, Sud Kivu et Nord Kivu, et au niveau du Rwanda et du Burundi. Donc tout ça va être traversé par des enjeux politiques et géopolitiques qui font que dans les années fin des années 50, début des années 60, il y a ce qu'on appelle une sorte de révolution qui amène des Tutsis à être expulsés, exilés, puisque quand l'indépendance arrive, les colons s'assurent entre guillemets que le pouvoir tombe dans les mains des Hutus. Il y aura dans la première décennie et seconde décennie des indépendances des liens qui vont se faire entre le régime de Mobutu au Zaïre et celui de Habyarimana au Rwanda, qui vont participer d'une part de la présence croissante d'intérêts et de figures rwandaises au niveau donc de l'État congolais, et en même temps de liens géopolitiques puisque le Zaïre de Mobutu était l'allié des Américains et Habyarimana était un très proche protégé de François Mitterrand et donc de la France. En parallèle à cela, vous avez des Tutsis qui ont été donc exilés, réfugiés dans les pays voisins, également en Occident, qui s'organisent également pour revenir dans leur pays d'origine, pour reconquérir leurs droits civils et politiques, et qui mettent en place une rébellion, en partie appuyée déjà par l'Ouganda de Yoweri Museveni,
d'où va émerger notamment le Front patriotique rwandais, dont Paul Kagame va apparaître comme l'un des principaux leaders au tournant des années 90. Donc il y a une période de guerre civile qui se déroule au Rwanda, avec des accords plus ou moins respectés, des ingérences diverses et variées. Et en 94, il y a une accélération de cette guerre civile dans le contexte du génocide des Tutsis au Rwanda et également du massacre de tous les Hutus qui ont refusé de participer à ce génocide, puisque le régime de Habyarimana avait développé toute une idéologie entre guillemets anti-Tutsi qui va constituer un des éléments principaux de la définition du génocide. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une guerre civile et un génocide, donc on est dans une situation un peu particulière, il faut distinguer les deux. Et la guerre civile va être remportée par le FPR, qui prend le pouvoir à Kigali en juillet 94 et qui du coup arrête d'une certaine manière le génocide. Et en parallèle à cela, il y a eu toute une crise humanitaire qui apparaît à ce moment-là, qui va amener notamment la France à intervenir. Alors la France a toujours été l'allié du régime génocidaire Hutu de Habyarimana, et la France, dans son intervention, opération turquoise, va ouvrir notamment un couloir qui permet aux populations, mais surtout à de nombreux groupes génocidaires, de se réfugier dans l'est de la RDC, et donc de s'installer dans des camps de réfugiés. Et cette problématique transporte le conflit qui se déroulait au Rwanda sur le sol de la République démocratique du Congo, donc du Zaïre de l'époque, dans une période où Mobutu lui-même est en train de décliner. Alors, ce que les Rwandais vont réclamer, donc le pouvoir du FPR va réclamer, c'est le droit de poursuite, le désarmement, l'arrestation des génocidaires. Et donc, c'est dans le contexte du droit de poursuite que les forces armées rwandaises vont intervenir dans l'est de la RDC, vont ensuite trouver en Laurent Désiré Kabila un acteur congolais qui vont leur permettre de traverser tout le Congo d'est en ouest et de prendre le pouvoir à Kinshasa en renversant Mobutu. Donc Laurent Désiré Kabila est installé au pouvoir avec un ministre de la Défense qui est l'adjoint de Kagame, qui est James Kabarebe, qui est un Rwandais. Et sur toute cette période-là, il y a eu également une renégociation des enjeux miniers, des questions foncières et une implosion, une quasi-implosion de l'État congolais. Ce qui fait que le pouvoir de Kinshasa, de Laurent Désiré Kabila, est tenu par l'alliance avec les Rwandais, et Laurent Désiré Kabila va vouloir s'en défaire, ce qui va entraîner une forte réplique de la part du Rwanda, et donc une guerre, une seconde guerre de 98 à 2002-2003, au cours de laquelle Laurent Désiré Kabila est assassiné. Et c'est dans ce contexte de la guerre, de la seconde guerre notamment, que se développent les milices diverses et variées, soutenues ici par l'Ouganda, ici par le Rwanda, ici par le Burundi, plus les milices proprement congolaises, qui prolifèrent dans l'est de la RDC, dans un contexte fin des années 90, début des années 2000, où les ressources stratégiques du Congo sont essentielles pour l'industrie de l'aéronautique, de la technologie, du téléphone mobile, etc. Et donc, on rentre vraiment dans ce paysage extrêmement, chargé, avec, bien évidemment, en retrait, des intérêts américains, puisque les États-Unis font progressivement du Rwanda de Kagame, mais aussi d'autres pays, l'Ouganda de Museveni, l'Éthiopie de Zenawi, et ils ont tenté également avec l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki, ce qu'ils appellent les leaders de la nouvelle génération, c'est-à-dire des dirigeants fondamentalement acquis au néolibéralisme et qui permettent de faire rebasculer les alliances au niveau de l'Afrique centrale, où pendant très longtemps, le point fort, c'était le Grand Zaïre, et donc du coup, on va faire du Rwanda et de l'Ouganda, qui sont des petits pays du point de vue de la taille, des sortes de mini-puissances continentales, soutenues derrière par les intérêts américains qui chassent également la présence française au niveau de l'Afrique centrale, puisqu'il y aura une rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France. Donc,
cette période va être ensuite marquée au niveau même de l'État congolais par la difficulté de refonder l'État. Et l'un des éléments de refondation de l'État, c'est la question de l'armée. Et donc, à chaque fois, il sera demandé, dans les accords à l'État congolais, de réintégrer les rebelles et les milices dans la nouvelle armée de la République démocratique du Congo. Et ce sont les différents contextes de réintégration de ces rebelles dans l'armée congolaise qui vont généralement susciter l'apparition de nouvelles rébellions. Donc d'abord le CNDP de Laurent Nkunda à un moment, qui avait suivi donc le RCD Goma, et à la suite donc de la des accords avec le CNDP, des accords du 23 mars, mais le non-respect de ces accords-là va amener à la création effectivement en 2012 du M23, du mouvement du 23 mars, qui va contester sur le plan militaire des accords politiques que l'État congolais n'aurait pas respectés. Donc le M23 va être une première fois militairement vaincu en 2013. Et là, il y a quelques années, 2021, le M23 est réapparu dans un contexte de tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Donc, entre-temps, Joseph Kabila a cédé le pouvoir à Félix Tshisekedi. Et dans ce contexte de tension géopolitique, à la fois lié au rapprochement qu'il y a eu un certain temps entre Kinshasa et Kampala, entre Tshisekedi et Museveni, le Rwanda participe d'une certaine manière à la réactivation du M23 et donc au rôle particulier de cette milice dans l'est de la RDC. Alors il faut comprendre que ce n'est pas la seule milice qui opère dans l'est de la RDC, mais c'est celle qui dispose d'outils militaires suffisamment sophistiqués pour établir un faisceau d'indices suffisant sur les soutiens dont elle dispose au niveau de l'armée rwandaise. Et donc dans les alibis, il y a pour l'État rwandais la nécessité de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda. Donc, ce sont d'anciens génocidaires qui avaient donc fui le Rwanda, notamment via l'opération Turquoise, qui ont recréé ce groupe dans les années 2000, dans le but de revenir prendre le pouvoir au Rwanda, et qui sont accusés par Kigali de maintenir l'idéologie génocidaire anti-Tutsi dans l'est de la RDC. Et donc, du coup, le Rwanda invoque en fait la présence de ces génocidaires dans l'est de la RDC pour demander au Congo de prendre ses responsabilités. Et du côté du Congo, on dénonce la présence du M23 comme étant un supplétif de l'armée rwandaise ou un paravent de l'armée rwandaise qui participe à la déstabilisation de l'est du pays avec la notion notamment d'une menace de sécession, de balkanisation de l'est du Congo. Donc on est sur des guerres diplomatiques, des guerres de propagande, sur fond d'enjeux économiques, sécuritaires, identitaires, politiques et diplomatiques très importants qu'on aura l'occasion, je pense, de développer par la suite sur un conflit qui a fait effectivement plusieurs millions de victimes et également énormément de déplacés depuis déjà trois décennies, mais dont les racines sont encore plus anciennes. 7000 personnes qui ont été liquidées physiquement et 4 millions, je pense, 40 millions de déplacés. Alors, je pense pas qu'il y ait 40 millions de déplacés. Il y a sans doute des centaines de milliers et millions de déplacés, mais il faut savoir qu'on est aussi dans des zones dans des zones où la question des réfugiés est très très particulière parce qu'elle est d'une part instrumentalisée et elle est construite puisqu'il s'agit aussi de vider une partie des Kivus de leur population pour s'emparer des terres. Camarade Poukari, selon l'ONU, le RDC, la République démocratique du Congo, compte au total quelques 7 millions de déplacés, principalement dans l'est du pays. En février 2004, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial appelaient déjà à une action immédiate pour protéger les enfants et les familles pris dans l'escalade de la violence. 7 millions, hein, 7 millions de déplacés. Vous avez raison, oui.
Oui, 7 millions de déplacés, donc c'est une situation d'instabilité perpétuelle et permanente, et c'est parmi des déplacés qu'on va recruter des enfants soldats, qu'on va recruter en quasi-esclavage des travailleurs ou des enfants pour travailler dans les mines. Euh, donc cette question effectivement de la crise dans l'est de la RDC euh, est une question systémique, endémique, et aussi une question qui touche à la souveraineté fondamentale de la République démocratique du Congo. Camarade Boukari, comment vous expliquez aussi le désintérêt de l'Occident pour cette situation que certains accusent même d'être connivence avec le régime Kagame, le régime rwandais qui entretient des relations internationales sophistiquées avec l'Occident, avec Israël qui n'a pas arrêté d'exprimer son soutien pour lui. Et comment expliquer l'incapacité de la mission de l'ONU à imposer une solution à ce conflit? Il y a une mission composée de 150 000 soldats, je pense, et ils ont la République démocratique du Congo a demandé le départ de cette mission, mais la mission elle résiste, elle existe encore. Comment vous expliquez ça? Écoutez, l'Occident ne se désintéresse pas du Congo. L'Occident a énormément d'intérêts au Congo. Des intérêts économiques, des intérêts géostratégiques, des intérêts même culturels, je dirais, au Congo. Il faut bien comprendre que ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est la création de la conférence de Berlin où l'Occident s'est partagé l'Afrique en sphère d'influence. Et on a fait du Congo, donc le territoire le plus riche, le pays le plus riche d'Afrique, voire même du monde, une chasse gardée qui est ouverte un peu à tout le monde. Donc personne ne se désintéresse du Congo, et le drame du Congo en réalité ce n'est pas tant le désintérêt de la communauté internationale, c'est que tout le monde veut sa part du Congo, tout le monde veut goûter aux ressources du Congo, aussi bien les pays occidentaux que la Chine, que les pays voisins africains qui tous d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à une autre, ont tenté effectivement de se positionner pour pouvoir bénéficier du statut de pays relais des ressources qui sortent du Congo, qui est un pays quasi enclavé. Il faut bien aussi voir la géographie de ce territoire-là. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la communauté internationale, telle qu'on l'appelle, est la continuité du processus de colonisation mis en place à Berlin en 1885. Et en 1960, au moment de l'indépendance, Lumumba n'avait pas d'armée. Lumumba était le premier ministre élu de la RDC. Il n'avait pas d'armée qui pouvait lui obéir pour régler déjà les menaces de sécession et de mutinerie qui existaient au Congo tout juste indépendant. Il va néanmoins réussir à s'en sortir dans l'idée de maintenir l'unité du Congo. Et lorsqu'il décide de faire appel de se tourner vers l'ONU, ben ce sera, je dirais, non pas forcément une erreur stratégique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'armée en tant que telle, c'était la force publique héritée de la colonisation, mais il va être confronté au fait que la communauté internationale va imposer au Congo une sorte de tutelle via les missions des Nations Unies, qui fait qu'aujourd'hui, le Congo en est encore contraint à se défendre au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir tout simplement le droit de pouvoir s'armer correctement, pour obtenir les moyens de constituer sa propre armée, pour se défendre avec ses propres moyens. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la problématique fondamentale, c'est la question de l'armée depuis l'indépendance même du Congo. Il faut voir dans quelle mesure aujourd'hui il y a le besoin pour l'État congolais d'avoir une armée qui soit professionnalisée, qui soit efficace, qui soit patriote, dans un contexte où les rébellions viennent généralement de déflagration au sein du corps militaire. Donc cette question, elle est centrale. Aujourd'hui, les FARDC qui se battent pour l'intégrité de leur territoire sont localement alliés avec des forces militaires, des forces patriotiques locales, qu'on va appeler les Wazalando et autres, ou avec des milices locales, et on ne peut pas faire reposer
la défense de l'intégralité de l'intégrité d'un territoire sur des forces, je dirais, non professionnelles. Donc, il est nécessaire que le Congo mette les moyens pour la constitution d'une armée patriotique, d'une armée nationale, d'une armée qui défende fondamentalement le territoire. Donc, la question de la sécurité se pose. Et tant que les Nations Unies restent dans une position floue d'ingérence, d'interposition, de présence, mais finalement de non-défense des intérêts du Congo, eh bien, le Congo voit sa souveraineté amputée du point de vue de la communauté internationale. Donc, il y a un enjeu qui se pose à ce niveau-là pour le Congo de s'en sortir. Ensuite, il y a une bataille diplomatique qui est liée au fait que le Rwanda mène une diplomatie active. Il faut dire les choses telles quelles. Le Rwanda travaille, le Rwanda construit un storytelling. C'est un pays qui est parti de zéro. Effectivement, en juillet 1994, ce pays était totalement à terre, totalement détruit. Il s'est reconstruit. Je m'excuse, on évoque la diplomatie du diamant. Hein. Alors, pas que la diplomatie du diamant. Pas que la diplomatie du diamant, pas que la diplomatie des minerais. Il y a beaucoup de choses que le Rwanda met en place. Ce n'est pas pour rien que c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui est secrétaire général de la francophonie. Ce n'est pas pour rien que Kagame met son armée, ses troupes à disposition au Mozambique et dans un certain nombre de conflits sur le continent africain. Ce n'est pas pour rien que Donald Kaberuka, qui est également un proche de Kagame, a mis en place une grande partie du programme de refonte économique et financière de l'Union africaine, y compris via la ZLECAf. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait sur le plan diplomatique, géostratégique, politique, économique, militaire et propagandiste par le Rwanda. Et le Congo ne fait pas l'équivalent. Donc là, encore une fois, si on est dans des confrontations, eh bien, il faut tenir compte de ce que fait le Rwanda, comprendre comment ce pays développe sa stratégie, l'analyser et, je dirais, en saisir justement les incohérences et les inconséquences qui font que, par exemple, effectivement, le Rwanda va être présenté depuis 1 ou 2 ans comme un pays exportateur de coltan, comme le premier pays exportateur de coltan, alors qu'on sait très bien qu'il n'en dispose pas des ressources en tant que tel. Donc, ce sont ces éléments-là, je pense qu'il faut souligner, qu'il faut interroger, en sachant que la question du génocide des Tutsis a été pour la communauté internationale un élément particulier en termes de culpabilité, qui fait que certains reproches, certaines dérives, certains actes ont été entre guillemets absous à Paul Kagame, alors que dans d'autres circonstances, il ne l'aurait pas été. Donc la question effectivement des comment dire du Rwanda relais de l'Occident, c'est quelque chose qui a été construit, c'est quelque chose qui profite très largement aux pays occidentaux, et c'est quelque chose sur lequel le Rwanda et Kagame doivent être très vigilants, parce que lorsque les Occidentaux n'auront plus besoin de lui, comme ils ont eu besoin d'autres dirigeants pour agir contre des intérêts d'autres pays africains, eh bien, ils l'enlèveront très probablement. Donc ça aussi, c'est un enjeu qu'il faut bien avoir à l'esprit. Le Rwanda est un relais des intérêts occidentaux, et en même temps, le Congo est un réservoir des pays occidentaux. Donc, il faut que, aussi bien au Congo que au Rwanda, il y ait une rupture avec le rôle que la communauté internationale fait jouer à ces deux pays et instrumentalise également le conflit dans l'est de la RDC, qui a des réalités locales, mais dont les réalités locales n'auraient jamais dû être telles qu'on en arrive à cette situation aujourd'hui. Merci infiniment, camarade Hamzat Boukari Yabara, pour ces explications et on vous donne, j'espère, rendez-vous prochainement. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.